Quand on pense à la formation d'un soignant, d'un médecin, l'image qui vient, c'est souvent celle de la science, non? La science pure et dure. Des années à apprendre le corps humain, des gestes techniques répétés encore et encore. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'outil le plus humain finalement? La parole, l'écoute, la relation. Et c'est vraiment le cœur de notre sujet aujourd'hui. On va se plonger dans cette compétence relationnelle. C'est une dimension, essentielle, mais qui a longtemps été vue comme un savoir-être, quelque chose d'un peu inné. Pour ça, on s'appuie sur une source qui est, je trouve, particulièrement inspirante. C'est un texte assez court, mais très très dense de Gilles Besson. Ça s'intitule Simulation relationnelle. Et ce n'est pas un article scientifique classique, hein. C'est plus un plaidoyer, presque poétique, mais d'une clarté redoutable. L'objectif, c'est de décortiquer ensemble son argument pour comprendre pourquoi bien communiquer, ce n'est pas un don, c'est une compétence qui s'entraîne. Et surtout, comment on peut s'entraîner? C'est un sujet qui va bien au-delà du médical, je pense. Alors, allons-y. Ce qui est vraiment frappant, d'entrée de jeu, c'est que le texte ne commence pas par une critique. Pas du tout. Il ne dépeint pas des soignants froids ou incompétents. C'est même l'inverse. Il dit, et je le cite, sur le terrain, je rencontre des étudiants, des internes, des soignants engagés, compétents, motivés, souvent très consciencieux. On part donc d'une base qui est très positive en fait. La compétence et la bonne volonté sont là. Oui, et ce postulat de départ, ça change tout. Le texte ne cherche pas de coupable. Il ne dit pas les soignants manquent d'empathie. Non, il dit on a des gens formidables qui maîtrisent leur sujet, qui veulent bien faire, et pourtant il y a un problème. Du coup, ça déplace complètement la question. Le problème n'est pas dans la personne. Il est peut-être dans sa formation, dans les outils qu'on lui a donnés. Exactement. Il sépare bien la compétence technique de la compétence relationnelle. Pas pour les opposer, mais pour dire que l'une n'implique pas automatiquement l'autre. C'est ça. Et c'est là que ça devient très concret. Juste après ce constat, l'auteur décrit les moments précis où ça coince. Il parle d'une hésitation face à des situations qu'on peut tous imaginer, je crois. Un silence qui s'installe, Ah, le silence. une émotion qui déborde, un patient qui refuse un soin ou, le cas d'école, l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Ce sont des moments de vérité, ça. Des moments où le protocole médical, en fait, il ne sert plus à rien. Il n'a pas de chapitre dans le manuel de médecine sur comment réagir à un silence de 30 secondes qui met tout le monde mal à l'aise. Et Oui, pourtant, la façon dont ce silence est géré ou pas géré, ça peut redéfinir toute la relation de confiance. le silence est un exemple fascinant. On a cette tendance à croire que c'est un vide, qu'il faut le combler vite, alors que dans le soin, c'est souvent un moment incroyablement plein de sens. Absolument. Ce silence, ça peut être une invitation. Le signe que la personne cherche son courage pour poser la question difficile. Ça peut être de la sidération, de la colère rentrée. Et le remplir à tout prix avec des paroles techniques ou faussement rassurantes, c'est parfois fermer la porte que le patient était juste en train d'entrouvrir. C'est une compétence active en fait. C'est une compétence active, exactement, savoir accueillir un silence. C'est la même chose pour l'émotion de l'autre, ou même la sienne. Ça demande une agilité relationnelle, une intelligence de la situation. Ce qui nous amène à la question de fond du texte. Si les soignants sont si compétents et motivés, pourquoi ces difficultés sont-elles si fréquentes? Et la réponse de l'auteur, elle est d'une simplicité désarmante. Il dit « Ce que j'observe, c'est que ces situations n'ont pas été suffisamment entraînées. » Il ne parle pas de don, pas de personnalité, il parle d'entraînement, comme un musicien. Et cette notion d'entraînement, c'est le pivot de tout le texte. Pendant des décennies, le modèle, c'était l'apprentissage sur le tas. Le compagnonnage, on regarde les anciens faire, on est plongé dans le grand bain et puis on finit par apprendre. Le texte ne dit pas que ça ne marche jamais, mais il pointe le coup éthique. Et là, il y a une phrase d'une force incroyable. Il dit « Mais le patient n'est pas un terrain d'essai ». Ah oui, cette phrase. Elle est terrible de vérité. C'est un peu fou quand on y pense, non? On accepte que le premier cobaye pour une conversation difficile, pour annoncer une maladie grave, ce soit une vraie personne, en pleine vulnérabilité. C'est précisément ça. Cette phrase nous dit qu'on a une responsabilité éthique à préparer les gens avant. On n'imagine pas un pilote de ligne qui s'entraîne à gérer une panne moteur pour la première fois avec 200 passagers derrière. Non, bien sûr. Il passe des heures en simulateur. Pourquoi? Parce que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Mais les conséquences de l'erreur en réel sont inacceptables. Le texte, il applique la même logique aux soins.
Le droit à l'erreur est fondamental pour apprendre, mais le coût de cette erreur ne doit pas être porté par le patient. D'accord. Donc, si le patient n'est pas le terrain d'essai, il faut en créer un. Et c'est là que le texte introduit sa solution, SR, la simulation relationnelle. Exactement. Un espace dédié, un espace protégé. Un laboratoire. Et le texte décrit très bien les conditions qui rendent cet espace si puissant pour l'apprentissage. Il en cite 4. La première, c'est la possibilité d'expérimenter sans risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut oser. On peut tenter des choses. Voilà. Tenter une formulation un peu audacieuse, tester une approche différente, sans avoir cette peur au ventre de blesser la personne, de commettre un impair. C'est la sécurité psychologique qui autorise l'apprentissage. Et la deuxième condition découle de ça, logiquement, se tromper sans conséquence. Ça, pour le monde médical, c'est un changement de culture énorme, non? On est dans une culture de la perfection, de l'infaillibilité. C'est un reversement complet de perspective. Dans une formation classique, l'erreur est une faute, à éviter à tout prix. Dans la simulation, l'erreur est une information. C'est la matière première. Se tromper, dire une phrase qui tombe complètement à plat et pouvoir en parler juste après en disant « Ok, là, ça n'a pas marché, pourquoi hein ?» C'est infiniment plus formateur que de réussir par hasard. On dédramatise l'échec. On en fait un outil, c'est ça. Le troisième bénéfice, c'est plus dans l'analyse. Mettre des mots sur ce qui se joue. On n'est donc pas que dans la répétition de scénarios. Non, pas du tout. Après avoir joué la situation, il y a le débriefing. C'est le moment clé. C'est là qu'on va décortiquer. Pas seulement les mots, mais tout ce qui ne se dit pas. Le langage du corps, les dynamiques cachées. On apprend à lire entre les lignes en quelque sorte. À identifier une angoisse qui ne dit pas son nom. Ça permet de passer de l'intuition à l'expertise. Et le dernier point, qui est peut-être le plus intime. Comprendre ses propres réactions. C'est le voyage intérieur. La simulation, c'est un miroir. Le soignant ne s'entraîne pas qu'à gérer les émotions de l'autre, il est face au ciel. Pourquoi est-ce que la colère de ce patient me donne envie de me justifier? Pourquoi ce silence me met si mal à l'aise? J'ai vu des simulations où un soignant réalise tout à coup que la plainte d'un patient lui rappelle une situation personnelle et que sa réaction est complètement automatique. D'accord. Donc on prend conscience de ses propres angles morts. C'est ça. On identifie ses propres boutons. Et c'est la première étape pour ne plus être le jouet de ses émotions et rester au service du patient même quand on est bousculé. Ok, donc si on met tout ça ensemble, la sécurité, le droit à l'erreur, l'analyse, la connaissance de soi, on arrive à l'objectif final. Le texte utilise une expression que j'ai trouvée très belle. Transformer l'expérience en compétence consciente. C'est le concept clé. L'expérience brute, celle qu'on accumule sur le tas, elle est un peu passive. Les situations nous arrivent, on en tire des leçons, parfois oui, parfois non. La compétence consciente, c'est l'inverse. C'est une démarche active, intentionnelle. Ce n'est plus seulement avoir l'intuition de ce qu'il faut dire, c'est être capable de choisir son approche, de l'adapter et surtout d'expliquer pourquoi on fait ce choix. De pouvoir se dire, ok, là, je vous aurai silence pour telle raison. Voilà, avec ce patient, je vais utiliser silence parce que je pense qu'il a besoin d'espace. Avec cet autre, je vais être plus directif parce qu'il a besoin d'un cadre clair. C'est ça. Mais est-ce qu'on ne risque pas de former des acteurs, des soignants qui appliquent des techniques de communication un peu mécaniquement, sans que ce soit vraiment authentique? C'est une critique qu'on entend parfois. C'est une excellente question et c'est tout le paradoxe de l'entraînement. Est-ce qu'un pianiste qui fait ses gammes tous les jours est moins authentique quand il joue du Chopin? Non, au contraire. Au contraire. La technique, quand elle est maîtrisée, elle libère, elle donne plus de choix. Le but, ce n'est pas de créer des clones qui récitent des phrases toutes faites. Le but, c'est d'élargir la palette de réponses possibles, de donner plus d'outils dans la boîte. Au lieu d'avoir une seule réaction automatique face à la colère, par exemple la défense, eh bien le soignant en apprend 3 ou 4 autres. La reformulation, le questionnement ouvert. Et il peut alors choisir consciemment la plus appropriée, celle qui lui semblera la plus juste et la plus authentique pour lui à ce moment-là. L'authenticité, c'est avoir le choix. Vu comme ça, effectivement, ça change tout. Et ça nous ramène à la conclusion du texte, qui est sans appel. L'auteur écrit que la simulation relationnelle n'est pas un luxe pédagogique, mais bien une nécessité clinique. Il lie directement cette formation à la qualité du soin. Et il a 1000 fois raison. Une meilleure communication, ce n'est pas juste du confort pour le patient. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Ça a des impacts cliniques, mesurables. Un patient qui se sent vraiment écouté suivra mieux son traitement.
Il donnera des informations plus précises aussi, j'imagine. Exactement. Et ça peut affiner un diagnostic. Une annonce difficile, bien menée, ça peut diminuer le risque de stress post-traumatique. Et il ne faut pas oublier le soignant. Savoir gérer ces situations, ça réduit son propre stress, sa charge mentale. C'est un des meilleurs outils contre l'épuisement professionnel. Donc, investir là-dedans, c'est un investissement direct dans la qualité du soin pour tout le monde. En résumé, ce que ce texte de Gilles Besson nous dit avec beaucoup de force, c'est que si la médecine est une science, le soin, lui, est un art de la relation. Et comme tout art, il ne repose pas que sur le talent ou l'improvisation, il demande de la technique, du travail, de la répétition. Il faut un entraînement délibéré, dans un cadre qui protège à la fois celui qui apprend et au final celui qui sera soigné. C'est tout à fait ça. Et notre discussion s'est concentrée sur le soin, bien sûr, c'est le sujet du texte, mais en vous écoutant, je me dis que ce principe, il a des implications bien plus larges. Cette idée qu'on a besoin d'un espace sécurisé pour s'entraîner aux interactions humaines difficiles, ou est-ce que ça ne serait pas une nécessité en fait? On pense tout de suite aux enseignants face à des élèves en difficulté, aux managers qui doivent annoncer une décision. Aux avocats, face à leurs clients, Oui, mais on pourrait aller encore plus loin. ce qui laisse une question en suspens pour la suite. Exactement. La pensée qu'on pourrait laisser mûrir, c'est peut-être celle-ci, hein. Le texte nous dit que le patient n'est pas un terrain d'essai. C'est très juste. Mais qu'en est-il de nos collègues, de nos employés, de nos élèves, ou même de nos enfants et de nos conjoints? S'il est si précieux d'avoir un simulateur pour les relations les plus critiques de notre vie professionnelle, quelle forme créative pourrait bien prendre un terrain d'essai pour améliorer la qualité de nos relations dans tous les autres domaines de nos vies?